Bien, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation d'Annette à vous parler donc plus particulièrement de la pédiatrie des enfants. On a pu discuter là tout à l'heure avec leur représentante là, qui est là. Il y a la question donc du dépistage. Ça, ce sont mes liens d'intérêt avec différents laboratoires avec lesquels on fait des travaux de recherche donc pour essayer d'avancer sur à la fois nos connaissances et les nouveaux traitements pour y faire participer les enfants. Il y a eu une grande évolution dans les mentalités en recherche clinique, c'est que des populations qui étaient catégorisées fragiles, les enfants et les femmes enceintes, en fait, n'étaient pas incluables dans les protocoles de recherche pour qu'ils ne soient pas cobayes, si on veut utiliser un terme péjoratif. La conséquence de ça, c'est que 70% des médicaments que nous utilisons à l'hôpital pédiatrique sont hors autorisation de mise sur le marché parce qu'il n'y avait pas d'études faites chez les enfants. Donc on a une situation complètement paradoxale où les populations les plus fragiles n'avaient pas accès finalement aux données, à des essais qui permettaient de conclure de manière scientifique sur l'efficacité ou pas des molécules. Alors on ne fait pas n'importe quoi non plus, je vous rassure, mais voilà, c'est juste à avoir ça en tête. Il va y avoir trois parties. Pourquoi est-ce que ça semble important de dépister l'hypercholestérolémie familiale? Comment faire ce dépistage? Les différentes techniques qui existent et pourquoi on propose ce projet de dépistage généralisé, universel. Alors je vais vous redire des choses que vous avez entendues tout à l'heure. C'est une maladie fréquente, une personne sur 300. Donc vous avez vu tout à l'heure dans les diapos qui sont passés, c'est 10 fois plus que les mucos qu'on connaît bien. Et voilà, il n'y a pas une question de hiérarchisation de gravité de maladie, c'est simplement pour replacer en contexte de perception de la population générale par rapport aux différentes maladies. Et donc ça représente, sur cette épidémiologie de 1 sur 300, qui est le chiffre le plus récent, à peu près 50 000 enfants en France actuellement, sachant que 10% savent qu'ils ont cette hypercholestérolémie et que la moitié sont traités. Ce 5% de traitement, on le retrouve partout. On est allé voir dans les registres de la sécurité sociale les prescriptions de statine en France. C'est assez cohérent et c'est ce qu'on voit nous aussi sur les registres dont on vous parlera tout à l'heure. Il y a un registre national qui nous permet d'avancer un peu là aussi en termes de connaissance de la maladie et des traitements. Alors dans les registres, où on a un biais de recrutement, puisqu'on va par des centres experts qui participent au registre, on voit qu'on a la moitié en fait, des enfants qui sont traités, 50% versus 5% de la population. Alors, deuxième, donc, c'est fréquent et c'est pas bien connu, pas bien identifié. D'autre part, c'est grave, et ça on l'a vu là déjà tout à l'heure sur les présentations, les témoignages qui ont été donnés. Cette courbe, on la représente très régulièrement dans les congrès. En fait, elle permet de comprendre pourquoi l'hypercholestérolémie familiale est différente de l'hypercholestérolémie la plus fréquente dans la population générale. On dit multigénique où il y a un poids de l'alimentation, de l'environnement, etc. ou de certains gènes qui individuellement n'ont pas tant d'importance que ça. Ce qu'on peut voir là-dessus, c'est que en fait, c'est la durée d'évolution qui est différente. C'est-à-dire que ici, vous avez les patients, les sujets. On peut prendre cette ligne rouge qui représente finalement le risque. Alors, vous avez le taux de LDL cholestérol. Plus il est haut, plus le risque est augmenté. Et ça, c'est la ligne qui va déterminer à quel âge va survenir l'accident cardiovasculaire en fonction du taux de cholestérol. Donc, si on prend la population générale, c'est la courbe ici par exemple, on va croiser, vous voyez, autour de 60, 70 ans, plutôt 70 ans. Mais le fait d'avoir une des deux mutations, donc les formes hétérozygotes, je vous rappelle, on reçoit un gène de son père, un gène de sa mère, pour tous les gènes, à peu près. Si la maladie est dite récessive, ce qui est la grande majorité des maladies génétiques, le fait d'avoir un gène n'induit pas de maladie, mais on est porteur, on peut le transmettre. Et il faut avoir récupéré le gène malade du père et de la mère pour que la maladie puisse s'exprimer. Dans certaines rares maladies génétiques, dont l'hypercholestérolémie familiale malheureusement, le fait d'avoir un gène exprime la maladie déjà, ça suffit. Si on récupère le père et la mère, le gène du père et de la mère, on a la forme homozygote, et ce moment c'est quasiment une autre maladie. En termes de gravité, ça n'a rien à voir avec la forme hétérozygote habituellement. Donc voilà, c'était juste ça. Donc si on a une forme hétérozygote, c'est le plus, ça veut dire qu'on a un gène sain, et le moins, c'est que le gène est touché. Par rapport aux formes homozygotes qui sont là, ce qu'on voit, c'est que l'âge
c'est pas le même du tout en fait. Et à cela s'ajoute le fait qu'on a du cholestérol de la naissance jusqu'à... Avant, on traitait à partir de 18 ans. Voilà. Maintenant, on traite à partir de 8 ans. Parce qu'on a compris que les 18 années où on ne traitait pas, eh ben, ça progressait, on va en reparler après. Et donc le risque, il y a quelques chiffres clés qui sont passés. 50%, la moitié des hommes feront un infarctus avant 50 ans s'ils ne sont pas traités. Donc ça fait des choses qui sont quand même assez... avec un risque d'accident cardiovasculaire 10 à 20 fois supérieur à celui de la population générale. En plus de ça, on a d'autre part une maladie qui est traitable. Alors là, c'est le traitement, on va dire, un des tableaux avec différentes molécules chez des enfants, avec des randomisations du placebo versus le médicament. Ce qu'on voit, c'est qu'on est à autour de 30%, 30 à 40% d'efficacité. Alors selon les classes, on a 3 classes de statines de plus en plus puissantes, avec des réponses individuelles qui sont aussi variables. Donc ça, c'est l'efficacité biologique. Mais ce qu'on sait aussi depuis, on le suspectait, mais on n'avait pas la preuve, on avait des preuves indirectes comme ça, que ça fonctionne aussi, les statines, sur les conséquences délétères de la maladie. Donc là, c'est l'épaisseur intima media. Donc c'est l'épaisseur des vaisseaux du cou. On dit que c'est un critère intermédiaire, c'est-à-dire que c'est pas l'infarctus, mais c'est quelque chose qui est corrélé. C'est-à-dire que quand l'épaisseur des vaisseaux du cou augmente, il se passe un peu la même chose au niveau des coronaires, pour simplifier, et donc on a un risque d'accident vasculaire cardiaque qui est plus important. Ce qui était regardé là, c'est donc une statine en noir versus un placebo. Alors on va juste regarder ça donc ça c'est les carotides, les artères carotidiennes, donc c'est un Doppler en gros, pour mesurer l'épaisseur, une échographie. Et on voit c'est qu'avec le temps, si c'est ça le point de départ, les sujets qui sont sous placebo, ils augmentent. Les sujets qui ont les statines, leur épaisseur diminue. Donc, on a des anomalies très, très tôt chez l'enfant. Dès 5-6 ans, il y a des anomalies qu'on ne peut pas mesurer en médecine courante, mais qu'on peut mesurer avec des appareils de recherche. On a des anomalies de la fonction endothéliale, donc ce qui contrôle l'intérieur des vaisseaux, là où l'athérome va se déposer. On sait qu'on a, depuis ça, c'est des vieilles études qui sont sur des accidents ou des morts violentes, accidents ou suicides, des autopsies qui montrent que dès l'adolescence, sur des grandes populations d'adolescents, il y a des plaques d'athérome qui existent déjà, qui ne sont pas habituellement cliniquement. On a eu tout à l'heure un témoignage qui est très très exceptionnel, il faut le dire. Moi, ce que je dis aux parents, je leur dis, il n'y aura pas de problème pendant l'enfance. Alors, j'espère que ça leur arrivera pas, mais globalement, il n'y a jamais d'accident. Sur le registre national, il n'y a aucun accident cardiovasculaire chez des très jeunes. D'accord ? Donc ça, c'est quand même une chose importante à dire pour notre invité aujourd'hui, parce que c'est quand même assez traumatisant. Voilà. Donc, l'épaisseur intima média, elle augmente. Les dépôts d'athérome peuvent être présents. Et on voit que dès 7 ans, il y a une différence significative entre les frères et sœurs qui ont l'hypercholestérolémie et les autres qui ne l'ont pas dans la même famille. Donc très tôt, on voit des choses, ça n'a aucune expression clinique, il n'y a pas d'infarctus, il n'y a pas de choses comme ça chez le petit, normalement. Et une étude importante qui a été publiée donc, il y a 2-3 ans dans le New England. Ce sont les Hollandais qui ont été les premiers à faire des études chez les enfants de statine contre placebo. Donc ces enfants ont été suivis jusqu'à 40 ans. Et ils ont comparé les enfants traités dès 8-10 ans à leurs parents traités à l'âge adulte. On va faire une ovation pour le retour d'Italie. Salut. Et qu'est-ce qu'on voit ? Donc là, vous avez... En fait, c'est des courbes de survie, c'est-à-dire que c'est la durée pendant laquelle, donc là on a les accidents cardiovasculaires, et là on a les décès par problème cardiaque en fonction de l'âge. On voit que chez les parents, il y a une quarantaine d'accidents cardiovasculaires, une grande majorité des infarctus, versus 1 chez les enfants qui ont été traités dans l'enfance, chez les adultes de 40 ans traités depuis l'enfance, et qu'il y a eu 11 décès chez les parents avant 40 ans, alors qu'il y en a eu 0 chez les enfants qui ont été traités. Donc,
c'est pas méthodologiquement l'étude parfaite, parce qu'elle est rétrospective, mais c'est quand même une cohorte qui n'est pas négligeable. Ils partent avec 200 patients dans chaque, 200 parents et 150 enfants. Alors on en perd au fur et à mesure du temps, mais tout ça, ça a été très travaillé au niveau statistique aussi pour... Voilà. On était convaincus de ça, nous, parce qu'on avait tous ces critères intermédiaires qui allaient tous dans le même sens. Les fonctions de TLIA, l'épaisseur intime immédiat, bon, après les histoires familiales, c'est plus compliqué, mais voilà. Et donc, sur ce type d'éléments, il faut savoir que les statines, elles sont quand même très décriées en population générale, à juste titre pour certains critères, mais les patients hypercholestérolémiques familiaux ne rentrent pas dans l'hypercholestérolémie familiale, dans l'hypercholestérolémie standard, on va dire, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Et que des prescriptions statines qui ont été faites larga manu, notamment en Amérique du Nord, vous pouvez acheter vos statines comme le Doliprane, c'est en vente libre, parce que les gens pensaient cholestérol bas, on vit plus longtemps, donc je vais faire baisser mon cholestérol, sauf que ça ne marche pas en fait. Par contre, on a les effets secondaires des statines potentiellement. Alors comment on dépiste? On parlait tout à l'heure des critères de définition. Alors ce sont des choses qui évoluent avec le temps. Actuellement, on a un critère clinique, on a une définition clinique ou une définition qui est plutôt biologique d'ailleurs, ou une définition génétique. Et c'est souvent finalement ce qu'on aime, c'est avoir l'association des deux, c'est-à-dire un taux de cholestérol mauvais, LDL, élevé. Alors le seuil de 1,9 g, on sait qu'au-dessus d'1,9 g, on a 90%, 85% de risque d'avoir une forme génétique. Donc c'est juste ça, mais on peut être 1,7 g et avoir une forme génétique tout à fait. L'association d'un taux de LDL haut, qui est généralement la chose de dépistage, ou un antécédent de parents ayant lui-même LDL haut, un des deux, ça suffit, hein, on disait que c'était dominant, ou un accident cardiovasculaire précoce, comme ça a été évoqué tout à l'heure, alors 55 chez l'homme, 65 chez la femme, ou un taux de LDL quasi normal, mais avec mutation délétère. Alors ça, c'est quand même, c'est un petit peu augmenté à 1,35 g, mais c'est pas très haut non plus. Donc ça, c'est des choses où qui sont plus à discuter. Quand on fait les courbes de population de LDL chez les enfants, elles sont descriptives, elles ne sont pas corrélées à un risque cardiovasculaire, ça on ne sait pas actuellement, précisément. Par contre, on sait qu'il y a un pourcentage qui est, on dit souvent 3%, qui est au-dessus de... Voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'on est au-dessus, est-ce qu'on est dedans? Ça ne répond pas à tout, mais c'est une manière de classer les choses. Alors qu'est-ce qu'on a comme type de dépistage? En gros, il y a plusieurs, mais on va en retenir les trois principaux. L'universel, donc c'est généralisé, on prend toute la population. Le test de Guthrie pour les nouveau-nés, tous les nouveau-nés en France depuis les années 70, ils ont une petite goutte de sang prise au talon sur laquelle on cherche, je ne sais plus combien il y a de maladies maintenant, peut-être une dizaine, maladies métaboliques qu'il faut traiter très très jeune pour qu'il n'y ait pas de conséquences ultérieurement, comme la phénylcétonurie par exemple, la mucoviscidose. Il y a le en cascade, qui est celui qui est fait le plus souvent, qui est le plus étudié. En gros, une personne fait un accident cardiovasculaire, un infarctus, on dose son cholestérol, il est trop haut, on se dit il y a peut-être quelque chose, et on va chercher les apparentés au-dessus, les parents, les frères et sœurs et les enfants s'il y en a, et on cherche comme ça, donc on cascade, et on peut aller comme ça de génération en génération pour identifier où ça se passe. Et puis il y a celui d'opportunité, c'est-à-dire qu'on va choisir une situation, je dis n'importe quoi, hospitalisation, un hôpital qui décide que tous les gens qui rentrent dans cet hôpital, ils vont avoir un taux de LDL 2E systématiquement, ou alors on associe ça avec une visite médicale par exemple. Et les recos internationales, elles sont en France, ça fait plus de 10 ans, en 2011, c'est dépistage systématisé, généralisé. On voit que selon les pays, c'est très variable. Il y a du généralisé, il y a du ciblé. Vous voyez, donc il y a du généralisé chez l'adulte et de la cascade chez l'enfant. Enfin, vous voyez, il y a plein de stratégies différentes. Mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, le dépistage universel est en train de finalement prendre le pas par rapport à ce que c'était avant. On évoquait l'Espagne, où il y a une étude de dépistage systématique chez l'enfant. Pourquoi est-ce que ça évolue? Parce que, alors, en théorie, en termes de rendement, pour l'universel, si on a une fréquence d'une personne sur 250 ou 300, il va falloir tester autant de personnes pour trouver un patient au milieu. Et donc ça, c'est vraiment des tests pour la population générale.
Donc il faut tester beaucoup de gens. Et puis le cascade, par contre, vous avez un patient qui est atteint, et donc il suffit à ce moment-là d'aller chercher, en théorie, juste le père, la mère ou les descendants. Donc on a un rendement qui est supérieur, mais ça reste dans des situations cliniques. Et le problème un peu de ce dépistage ciblé, en cascade, c'est que on rate beaucoup. Et là, on peut il y a beaucoup d'études là-dessus. On dit plus de la moitié en fait des patients souvent sont manqués, même quand on est dans des études qui cherchent à évaluer. On va le voir après. Donc là, j'ai juste repris un chiffre qui avait été donné en France sur le registre où il en était à ce moment-là, sur un peu moins de 2000 cas index. 340 apparentés ont pu être dépistés à partir de c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'on devrait avoir, pour un patient dépisté, au moins le père ou la mère, et puis peut-être des frères et sœurs et des enfants. Donc on devrait avoir plus d'apparentés dépistés, mais sauf qu'en fait ça ne marche pas bien. Parce qu'il y a des histoires familiales, qu'on ne parle plus à son frère, ou que les gens ne veulent pas que les autres membres de la famille le sachent. Il y a plein de raisons à ça humaines, tout à fait compréhensibles, mais en tout cas, clairement, ça ne fonctionne pas très bien. Et donc, la moitié des enfants qui ont une hypercholestérolémie diagnostiquée, en fait, seulement la moitié serait dépistée selon ces techniques, et c'est extrêmement variable dans les pays de 1 à 80%. Le 80% en cascade, c'est la Hollande, mais avec en fait un pays qui n'a pas du tout le même nombre d'habitants que chez nous, et qui en plus a un système complètement concentré sur un centre. Tous les gens qui ont un taux de cholestérol augmenté à un moment 1, ils passent par ce centre-là, adultes et enfants. Donc, voilà. Et donc ce programme national, malheureusement, a été interrompu. Ils essaient de le faire redémarrer. Mais ça a permis de dépister avec la cascade, mais avec une centralisation très importante. Et donc ce qu'on voit là-dedans, derrière, on va avoir un autre exemple avec l'Angleterre, c'est que le système de soins d'un pays ne peut pas appliquer forcément la faisabilité, le fait de transposer une technique de dépistage ne marche pas forcément dans tous les pays. L'interrogatoire, ça c'est une étude pour vraiment étudier l'efficacité de l'interrogatoire ciblé qui recherche les accidents cardiovasculaires familiaux, est-ce qu'il y a des traitements, etc. Donc 2500, ça c'est des jeunes Canadiens qui ont été à la fois prélevés et en même temps on a fait l'interrogatoire des parents avec cet interrogatoire normé par des gens qui faisaient que ça, qui connaissaient, qui savaient poser les questions, qui avaient le temps. Donc ils trouvent 5%, ce qui est beaucoup, de LDL augmenté, et ils trouvent un quart d'histoire familiale positive. Ce qui fait que, en fait, 60% étaient manqués par l'interrogatoire. Même dans une étude où on met tout en place pour que ça se passe bien, finalement on retombe quasiment sur la même chose qu'en vie réelle. Alors, quelles sont les limites du dépistage? Alors, on se dit, si on arrive à faire un dépistage systématisé, a priori, on ne rate personne, puisque tout le monde a un dosage en théorie. Alors, ça pose d'autres problèmes, on va voir. Le risque, c'est notamment un dépistage par excès. On sait que, alors les chiffres sont variables un peu sur les résultats, mais on peut avoir des mutations et pas avoir un cholestérol augmenté, parce que vous avez un autre gène, par exemple, qui régule à la baisse. Donc ça, c'est des choses un peu compliquées. Mais en pratique, c'est pas l'existence de la génétique seule, mais ça on en parlera peut-être après, qui peut être le seul critère diagnostique, mais c'est un élément important. Après, il y a tous les problèmes de traiter de manière inappropriée effectivement des gens, et donc ça avec les risques d'effets secondaires bien entendu. Et donc pour ça on a besoin de la biologie, on a besoin du LDL, ça semble un peu la base, donc le dosage du cholestérol. Et là aussi le fait de doser le cholestérol total par exemple, c'est le plus simple en population, mais là aussi on va avoir des formes qui vont être soit dépistées parce que le cholestérol total est augmenté, mais parce qu'ils ont du bon cholestérol, du HDL haut, alors que le LDL est normal par exemple, ou l'inverse, un taux qui est normal parce que ils ont un taux de HDL abaissé par exemple. Donc le seuil de détermination du taux de LDL, c'est un seuil critique, et ça on n'est pas forcément tous d'accord là-dessus. Ça fait partie des choses qu'on peut travailler. Et après, il y a tout l'aspect stigmatisation d'un dépistage systématique. Alors là aussi, il y a des études psychologiques. Alors ça, c'est plus des choses, je dirais, un peu de... vous voyez, il y a 50 enfants dépistés. On est sur des petites cohortes. C'est pas des grandes choses, mais ce sont des analyses plus qualitatives à ce moment-là, qualité de vie notamment. Donc le fait d'auto-dévalorisation parce qu'on sait qu'on est porteur d'une maladie. Alors ça, c'est les profils psychologiques des patients. On ne répond pas tous du tout de la même façon à la même situation. Le problème des assurances
aussi, alors ça c'est en Amérique du Nord, c'est un réel problème compliqué pour eux, avec des refus d'assurance habitation par exemple quand on est diagnostiqué avec une maladie grave, et l'hypercholestérolémie pourrait rentrer dedans. Et on part aussi de l'hypothèse que si on dépiste précocement, on fait une éducation notamment alimentaire et de prise de médicaments efficace, ce qui fait qu'on aura une meilleure observance à l'âge adulte. Il n'y a pas d'études qui prouvent ça. Ça nous semble du bon sens, ça nous semble évident, mais en fait, d'abord dans la pratique, on voit que ce n'est pas toujours vrai, qu'il y a toujours ce creux de l'adolescence là, qui est compliqué, en tout cas, où on va tester est-ce que vraiment j'ai besoin de ce médicament. On parlait du déni tout à l'heure là, qui était évoqué. C'est un mécanisme psychologique archi normal, classique, et voilà, il va falloir faire un peu un deal avec ça pour les parents, pour le médecin, puis pour le jeune aussi. C'est pas forcément très simple. En tout cas, on part de cette hypothèse à laquelle moi je crois, mais qui est scientifiquement pas forcément prouvée. Alors, en pratique, le nerf de la guerre, c'est l'économie actuellement. Est-ce qu'il y a un bénéfice, est-ce que le rapport coût-efficacité est en faveur de mettre en place un dépistage? Il y a 14-15 ans, le ministère de la Santé anglais a fait une étude avec ça comme question principale. Il y a un rapport de 300 pages pour conclure. On ne peut pas conclure. Donc c'était il y a 15 ans. Donc depuis, il y a eu beaucoup d'autres choses qui sont sorties, mais c'était quand même un énorme travail pour dire on n'a pas les éléments pour conclure. Alors on a quand même des choses assez plus récentes et assez claires. Ça, c'est une étude donc, chez les adultes avec l'analyse de la réduction des événements coronariens après 10 ans de suivi. Donc alors c'est une petite étude, dépistage de 100 patients, ils estiment à 25 années. Donc on a beaucoup d'études comme ça qui montrent un gain d'années de vie ou d'années de vie aussi en bonne santé, ce qui est quand même un élément important bien sûr, avec des évaluations médico-économiques qui sont souvent un peu complexes à lire parce que tenant compte de l'inflation et de ce genre de choses. Le dépistage de 3 apparentés montre que là aussi c'est le seuil pour qu'un dépistage généralisé soit intéressant. Et par contre, chez l'enfant, on se rend compte qu'il y a un coût-bénéfice qui est particulièrement important si on fait un dépistage. Alors il y a plusieurs raisons à ça, on va le voir. Alors, ils ont évalué, ils ont comparé le dépistage généralisé, le dépistage d'opportunité, donc la visite par exemple chez un médecin généraliste, ou l'hospitalisation pour un infarctus, et puis le dépistage en cascade. En dosant le LDL cholestérol et ou la génétique, avec le nombre d'années de vie sauvées. Les résultats de cette étude étaient que le ciblé, la cascade était plus rentable financièrement par rapport au généralisé sur l'ensemble de la population, mais que chez l'enfant, dès 16 ans, c'était équivalent, voire plus financièrement plus intéressant, avec cette étude qui était, elle, déjà plus ancienne, et on a des papiers plus récents, et je vais vous en montrer un juste après, qui montrent que, oui, effectivement, économiquement, c'est pas la même chose. Alors, je suis désolé, c'est trop petit peut-être pour vous, mais ça, c'est un papier on a évoqué tout à l'heure David Wald. En fait, l'idée, elle va se résumer, je vais vous montrer. Il y a les enfants, donc là, ils ont dépisté 10 000 enfants chez des médecins généralistes. Ils ont équipé, c'est typiquement le genre de choses qu'on ne peut pas transposer. Ils ont en fait donné des petits automates où, avec une goutte de sang dans un petit tube capillaire, on dose le cholestérol au cabinet du médecin. C'est pas transposable en France, parce que le médecin en France n'a pas le droit de facturer un examen biologique. C'est le laboratoire de pharmacie, de biologie qui peut faire ça en fait. Là, les médecins généralistes pouvaient le faire, donc ils ont eu. Alors, c'était pas énorme en nombre de médecins, je me souviens plus, une dizaine, moins d'une dizaine, c'est pas l'ensemble de l'Angleterre. Donc 10 000 enfants testés, 40 dépistés. On est à 1 sur 500 à peu près là sur cette étude. Et ça, donc les enfants, ils avaient entre 1 et 2 ans, et donc les parents avaient en moyenne 30 ans. Et donc c'est là où on parle de dépistage, approche intégrée, en fait, un dépistage qui combine le systématique chez l'enfant. Et derrière, dans la prise en charge, l'idée qu'on va faire une cascade systématique aux parents. Sauf que les parents, ils sont jeunes, donc souvent ils sont avant l'accident cardiovasculaire, avec un temps de traitement
potentiellement protecteur sur l'accident cardiovasculaire. Pas toujours, hein, mais voilà, c'est ce qu'on espère. 40 parents détectés, et après, ils essayent de basculer sur les grands-parents, les oncles et tantes et la fratrie. Et là, ils rattrapent encore une soixantaine de personnes. Et donc, un enfant hypercholestérolémique familial pour 70 enfants testés. Au final, 3 apparentés pour un enfant dépisté, 4 nouveaux cas pour une famille testée. C'est une étude. On n'est pas dans la vraie vie avec des gens qui étaient avec un coût du dépistage là, de 7 € par enfant testé. Ça sont les critères. En fait, c'est la ligne. Ça a été tout à l'heure dans la présentation de Lionel, on avait ça aussi en interligne. C'est les critères de l'OMS pour qu'une maladie soit dépistable. Il faut que ce soit un problème de santé publique, il faut que l'histoire soit connue, qu'on sache vers quel âge arrivent les problèmes, comment ça se déroule. Il faut qu'on ait un moyen diagnostique qui arrive précocement dans l'histoire de la maladie, dans l'histoire naturelle, et qu'on ait un traitement aussi précoce, un traitement qui soit encore aussi efficace au moins, mais plus efficace si possible de manière précoce par rapport à un stade avancé de la maladie. Alors, il faut que le test de dépistage, il ne vous dise pas c'est un malade quand ça ne l'est pas, et que vous ne dise pas tout va bien alors que le patient est malade. Il faut que ça soit acceptable à la fois le test et le traitement par la population. Il ne faut pas qu'on soit dans quelque chose de non faisable, d'inacceptable parce que trop lourd, douloureux, je ne sais pas quoi. Et qu'on puisse le répéter s'il y a besoin dans le temps, s'il y a un doute. Il faut que les nuisances du dépistage psychologique, qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, soient moins importantes que le bénéfice de santé que procurerait ce dépistage, et que le coût du dépistage soit inférieur à ce que ça va coûter en traitement. En fait, on coche tous les critères pour l'hypercholestérolémie familiale de ce qu'il faut pour dépister. Alors, ça fait un bout de temps qu'on travaille avec Annette à se dire, probablement, on espère réussir à avancer là-dessus sur la mise en place donc d'un dépistage universel. Alors il y a plusieurs FH Europe est une vraie aide là-dedans parce que il y a une centralisation des études qui sont faites, des projets en cours, qui ne sont pas forcément de la recherche. Donc on voit par exemple en Allemagne, ils travaillent sur le dépistage néonatal, qui est particulier, qui pose des problèmes spécifiques de définition de valeur normale du LDL cholestérol. Alors par contre c'est facile parce qu'on fait déjà un dépistage néonatal, on peut prélever du sang au cordon, on fait pas de prise de sang. Il y a des pays où c'est déjà installé, on l'a vu, il y a des pays qui font un dépistage chez l'enfant à différents âges aussi. On a évoqué l'Espagne, l'Angleterre, il y a un gros programme qui va démarrer en Écosse. Voilà, donc il y a différentes choses qui nous permettent de comparer. Mais encore une fois, un mode de dépistage d'un pays n'est pas forcément applicable du fait de l'organisation du système de santé dans un autre pays. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'avancer. Alors 2011, je vous ai dit, dépistage généralisé, c'est les recommandations de la Société française de pédiatrie. C'est juste pas appliqué. Moins de 10% identifiés, moins de 5% traités. En fait, les médecins connaissent même pas ces recos souvent, même les pédiatres. Après, qu'est-ce qui va vouloir faire une prise de sang à un enfant qui vient parce qu'il doit signer un certificat pour le sport, lui dire on va vous faire une prise de sang systématique pour la deuxième. Ni les parents, ni souvent le médecin n'a envie de faire ça en fait. Alors, donc, dans les obstacles qu'on a, d'abord, la maladie, elle n'est pas bien connue dans la population générale, de nos pouvoirs publics, notamment en santé, et de nous, des médecins. On a évoqué tout à l'heure l'enseignement de dyslipidémie sur les 6 ans plus 5 ans d'internat. Alors, les 5 ans d'internat, ça va varier selon où vont aller les étudiants, mais sur les 6 années de tronc commun, il y a 2 heures, 3 heures peut-être sur la dyslipidémie, et donc la LP petit a, ils ont peut-être entendu le nom, mais ils ne savent pas. Voilà. Et donc là-dessus, il y a vraiment une méconnaissance et donc une sensibilisation qui n'est pas à la hauteur du problème. Et puis il y a cette prise de sang que j'évoquais, qui est, je pense, en tant que pédiatre, en tout cas, qui est un vrai problème on ne fait pas une prise de sang à un enfant qui est en bonne santé, sauf si on a vraiment une très bonne raison de le faire, qui a l'air en bonne santé. Il y a sûrement d'autres problèmes qu'on n'a pas non plus identifiés. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer ? C'est déjà ce qui a été dit, bien développé tout à l'heure avec tous
le film qu'avait fait Annette initialement pour présenter l'association, il y a ces témoignages, je pense que c'est des choses aussi qui parlent à la population, tout le travail qui est fait en ce moment par Annette d'information grand public et de rencontre des pouvoirs publics avec une stratégie de il faut aller leur expliquer ce que c'est, qu'est-ce que c'est réellement, sinon ils n'entendent juste pas parler, quoi. Et puis pour les médecins, il y a la formation universitaire, mais surtout je pense qu'il y a la formation post-universitaire, les EPU, des médecins de première ligne, médecins généralistes et pédiatres, et les pédiatres en nombre beaucoup moins, mais qui voient aussi des enfants. Et puis la prise de sang, cette prise de sang c'est pas un obstacle insurmontable. Si les gens, si on vous dit, votre enfant a peut-être une maladie grave, il faut lui faire une prise de sang, bien sûr qu'on va le faire, mais avant d'en arriver là, il y a du chemin en tout cas pour l'hypercholestérolémie. Donc ce sur quoi nous travaillons, c'est la mise au point d'un test capillaire, donc la goutte de sang qu'on fait au nouveau-né au talon. La même chose, comme les jeunes diabétiques qui se prennent, ou les adultes aussi, qui se prennent une goutte de sang pour faire un dextro sur une machine. La même chose, et donc il faut mettre au point ce dosage, non pas du cholestérol total, ça on sait le faire déjà sur du papier buvard, mais du LDL. Ça c'est plus. Donc là on travaille avec la biologie sur Lyon, de collègues avec Mathilde Di Filippo, pour essayer de mettre au point un dosage, parce que ce papier buvard on peut même le faire à domicile et l'envoyer par la poste en fait, c'est pas de problème. Il faut que ça soit un âge jeune pour qu'on ait le temps de traiter l'enfant. Le questran jusqu'à 18 ans ça marchait, on ne faisait pas quoi, clairement. Et il faut du coup que les parents soient jeunes aussi pour essayer d'arriver, il y a un peu une course contre la montre, pour essayer d'arriver avant l'accident cardiovasculaire. Et puis, pour que ça soit généralisé, il faut que ça soit sur une visite obligatoire. Donc il y a la visite des 2 ans. Alors c'est un peu embêtant parce que 2 ans c'est un peu tôt, parce que c'est 8 ans le traitement en théorie chez nous. Alors, des fois on traite plus tôt parce qu'il y a des histoires familiales dramatiques, mais normalement c'est 8 ans. Les États-Unis c'est 10 ans par exemple. Donc on en est sur cette tranche-là. Donc il va falloir, on dépiste à 2 ans, il va falloir quand même expliquer, alors ça permet de mettre en place des mesures diététiques qui sont assez simples, c'est une alimentation équilibrée, chez l'enfant il n'y a pas de régime pauvre en graisse. Et puis sinon il y a 6 ans la visite scolaire. Voilà. Alors par contre ce que je ne sais pas encore, on est en train de voir ça, c'est quelle est l'exhaustivité de cette visite scolaire ça il faut qu'on travaille. Alors, le projet, il prend son origine sur quelque chose qui a déjà été mis en place, alors qui est différent de ce qu'on veut faire, mais l'idée est la même, d'école 13, donc qui a été mis en place par les professeurs Béliard et Valero à Marseille, qui en fait, c'est un parcours innovant de soins ville-hôpital, qui est en partenariat avec les médecins généralistes, l'ARS, les laboratoires, les pharmaciens, Annette bien sûr, et puis donc l'ensemble du CHU, ça fait depuis 2017 avec un dépistage. En gros, un cholestérol trop élevé, dosé quelque part dans la région, il y a un signal d'alerte qui est lancé, les personnes sont convoquées, donc il y a un parcours qui se met en place à ce moment-là. Donc ce qu'on pourrait imaginer, c'est un projet, c'est pas quelque chose du tout qui est arrêté, mais ce sur quoi nous travaillons, c'est que 2 entrées possibles, donc si on prend l'ensemble des éléments qu'on a dit, éviter une prise de sang, avoir un examen obligatoire et un patient jeune, soit c'est la visite des 2 ans chez le médecin de famille ou le pédiatre, soit c'est la visite scolaire à 6 ans, il faut qu'on voit ce qui est le plus réaliste, le plus faisable, avec une prise de sang sur papier buvard. On pourrait imaginer, alors ça c'est une visite, mais on pourrait imaginer aussi de lancer une campagne à domicile, en fait, chez les parents, avec un kit de prélèvement comme ça a été fait déjà pour d'autres choses, le dépistage du cancer colique, du côlon chez l'adulte, etc. Si cette prise de sang dans un laboratoire spécialisé montre un LDL haut, à ce moment-là, il y a une consultation de l'enfant avec, si possible, les 2 parents, c'est pas toujours très simple pour l'organisation familiale, mais en tout cas avec un parent, idéalement avec la fratrie, pour faire à ce moment-là une vraie prise de sang, parce que là on sait qu'il y a un vrai risque, où on dose le bilan, ça fait une deuxième détermination, le bilan lipidique complet, plus la LP petit a, qu'on fait généralement la première fois, pour les parents et la fratrie. Si on conclut là, alors il y a l'interrogatoire qui est un élément majeur dans le diagnostic de ces hypercholestérolémies, si on conclut que ça ne correspond pas, et en fait l'enfant rentre éventuellement dans la forme polygénique ou un faux positif, à ce moment-là on renvoie vers le médecin traitant. Si par contre le deuxième bilan confirme qu'il y a bien une hypercholestérolémie familiale, génétiquement prouvée associée, on fait ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire, RCP, où on a des spécialistes de différents spécialistes, biologistes, généticiens, etc., pour avoir
le diagnostic et rendre le diagnostic lors d'une deuxième consultation, proposer une mise en place de traitement et débuter le traitement et planifier le suivi en coordination avec les médecins de famille en fait. Parce ça sera impossible si on fait un dépistage systématique, il y a 50 000 enfants, il va falloir sûrement 10 ans pour mettre en place quelque chose comme ça je pense, mais si ça fonctionnait, actuellement on n'est pas capable d'absorber ça à l'hôpital, ce qui est assez normal, mais si on met en place des projets comme ça, on développe aussi des structures pour répondre aux besoins. Voilà, donc en conclusion, l'hypercholestérolémie familiale, elle existe chez l'enfant. Il faut, là aussi, l'aspect formation médicale, elle est important, on peut le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ne pensent pas qu'il puisse y avoir du cholestérol haut chez le jeune. Que 95% des enfants actuellement en France avec une hypercholestérolémie ne sont pas traités. Et que cette maladie a tous les critères nécessaires pour un dépistage. Et donc, il nous semble que le dépistage universel est la réponse, parce que ça fait des décennies qu'on fait du dépistage en cascade et que ça ne fonctionne pas. On est toujours à 10% au mieux de dépistage au plan national. Que ce ciblé donc manque beaucoup de patients et que le combiné des deux, tel que ça avait été publié à plusieurs reprises par les équipes anglaises, semble une bonne option. Et donc, en collaboration avec ANET, on essaie de développer ça et de présenter ce projet aux différentes autorités de santé pour essayer d'avancer là-dessus.